Il y a environ 2 ans, j'avais l'impression que le français allait me détruire. Pas d'une façon dramatique, non. C'était plus subtil que ça. C'était cette sensation d'ouvrir une application, de regarder les exercices, de les faire, de fermer l'application, et puis de ne rien retenir le lendemain. Chaque jour pareil. Chaque jour, cette frustration tranquille qui s'installait dans ma poitrine comme une petite pierre froide. Et puis un matin, presque par accident, j'ai changé une seule chose dans ma journée. Une seule petite chose. Et tout a commencé à bouger différemment. Dis-moi, mon ami, de quel pays tu regardes cette vidéo en ce moment? Écris-le dans les commentaires, j'adore lire vos réponses. Par exemple, tu peux écrire quelque chose comme je regarde depuis le Brésil ou bonjour depuis le Japon. Allez, vas-y, ça me fait toujours très plaisir de voir d'où vous venez dans le monde. Bon. Je suis juste une fille australienne, j'ai 26 ans, et j'ai grandi dans une ville côtière où tout le monde parle anglais, évidemment, et où le français existait seulement dans les films en version originale que personne dans ma famille ne regardait vraiment. J'ai commencé à apprendre le français au lycée parce que c'était obligatoire pendant 2 ans. Je n'aimais pas ça à l'époque. Je trouvais la grammaire incompréhensible et la prononciation complètement folle. Pourquoi est-ce qu'on écrit des lettres qu'on ne prononce pas? Pourquoi est-ce que la même terminaison peut donner des sons différents selon le mot qui suit? Mon cerveau refusait d'accepter ces règles. Il protestait doucement, chaque fois que j'ouvrais un manuel. Après le lycée, j'ai tout oublié. Normal. J'avais arrêté, alors évidemment les mots sont partis. Ils s'évaporent quand on ne les utilise plus. Ce que je ne comprenais pas encore, c'est que la mémoire est un muscle, et qu'un muscle qu'on n'utilise pas s'affaiblit. Ce n'est pas une punition, c'est juste la biologie. Le cerveau est économe. Il n'a pas envie de garder des informations qu'il ne juge pas utiles à la survie quotidienne. Et si tu ne lui montres pas que le français est utile, il va doucement mettre tout ça de côté pour faire de la place à autre chose. Et puis vers mes 22 ans, quelque chose a changé en moi. Je ne sais pas exactement comment l'expliquer. J'avais une collègue au travail, une femme vraiment intelligente et drôle, qui parlait français avec sa mère au téléphone pendant les pauses. J'entendais ça et quelque chose se réveillait dans mon ventre. Une curiosité. Une envie. Pas une envie urgente, plutôt une envie douce, comme quand tu vois quelque chose de beau de loin et tu te demandes comment ce serait de s'en approcher. Est-ce que je pourrais un jour avoir une conversation dans cette langue? Est-ce que je pourrais comprendre ce que cette femme dit à sa mère avec tant d'aisance, avec tant de naturel, avec tant d'affection dans la voix? Alors j'ai téléchargé une application. Puis une autre. J'ai acheté un livre de grammaire dans une librairie de seconde main. J'ai regardé des tutoriels sur Internet. Et pendant les 6 premiers mois, j'ai appris des choses, oui, mais de manière très discontinue. Je faisais 20 minutes un jour, rien pendant une semaine, puis 1 heure le week-end, puis encore rien. Mon progrès ressemblait à une ligne sur un graphique qui monte et descend sans vraiment avancer. Et chaque fois que je faisais une longue pause et que je revenais, j'avais l'impression d'avoir tout perdu. Recommencer de zéro, ou presque. Cette sensation est épuisante et décourageante,
et je pense que beaucoup de gens abandonnent à ce stade précis. Pas parce qu'ils manquent de talent. Pas parce que la langue est trop difficile. Mais parce que le cycle de progression et de régression est émotionnellement difficile à vivre. La vérité que personne ne dit assez clairement, mon ami, c'est que la régularité bat l'intensité à presque tous les coups. 10 minutes chaque jour pendant un an, c'est plus puissant que 2 heures par semaine pendant un an. Notre cerveau apprend mieux quand il reçoit des petites doses répétées que quand il reçoit de grands blocs rares. C'est comme arroser une plante. Un peu d'eau chaque jour garde la plante vivante et en bonne santé. Si tu l'arroses massivement une fois par semaine et puis rien, la plante souffre, parfois elle se noie dans l'excès, parfois elle sèche dans la disette. Notre mémoire, c'est pareil. Elle a besoin de régularité, pas d'héroïsme occasionnel. Je ne savais pas encore ça avec autant de clarté à l'époque. Mais j'allais l'apprendre d'une façon très concrète. Le vrai changement a commencé un mardi ordinaire. Je me souviens que c'était un mardi parce que j'avais une réunion ennuyeuse au travail ce matin-là, une de ces réunions qui aurait pu être un simple email, et que je cherchais à m'occuper l'esprit pendant les quelques minutes avant que la réunion commence. Mon téléphone était dans ma main et au lieu d'ouvrir les nouvelles ou les réseaux sociaux comme d'habitude, j'ai ouvert quelque chose en français. C'était juste un court article sur un site pour apprenants, pas très difficile, peut-être 150 mots. Je l'ai lu. J'ai compris à peu près la moitié. J'ai regardé quelques mots que je ne connaissais pas. Et puis la réunion a commencé et j'ai posé mon téléphone. Ce soir-là, dans mon lit avant de dormir, j'ai refait la même chose. Pas la même chose exactement, mais quelque chose de similaire. J'ai écouté 5 minutes d'une émission de radio française, juste en fond sonore, sans vraiment essayer de tout comprendre. Je regardais le plafond et j'entendais des voix en français. Des sons familiers et étranges à la fois. Et le lendemain matin, j'ai recommencé. Un petit truc en français, juste pendant le café. Ce n'était pas un plan au départ. C'était juste 2 ou 3 petits gestes sans beaucoup de réflexion. Mais après une semaine, j'ai remarqué que je faisais ces petites choses chaque jour presque automatiquement. Ce n'était pas encore une habitude solide, mais c'était quelque chose qui commençait à prendre forme. Et j'ai décidé de continuer volontairement, d'être plus consciente de ce que je faisais, de transformer ces petits gestes aléatoires en une vraie routine quotidienne. Pas une résolution grandiose. Pas un programme ambitieux avec des objectifs chiffrés. Juste, continuer à faire cette petite chose chaque matin. Laisse-moi te décrire comment cette routine a évolué au fil du temps, parce que je pense que les détails comptent vraiment. Ce n'est pas une liste parfaite et je ne dis pas que ça va marcher exactement pareil pour toi. Mais c'est honnête, c'est ce que j'ai vécu, et peut-être que tu vas y trouver quelque chose d'utile. Le matin, j'ai commencé à me donner environ 10 à 15 minutes en français avant de faire quoi que ce soit de sérieux. Pas d'abord les emails du travail, pas d'abord les nouvelles, pas d'abord Instagram. D'abord quelque chose en français. Souvent c'était une courte vidéo, pas trop difficile, sur un sujet qui m'intéressait vraiment. J'ai découvert assez vite que le sujet avait une énorme importance. Si le contenu me semble ennuyeux, mon cerveau se déconnecte et je lis les mots sans vraiment les absorber. C'est comme mâcher de la nourriture sans goût. L'acte physique est là, mais le plaisir et l'assimilation sont absents.
Mais si je regarde quelque chose sur un thème que j'aime vraiment, comme la cuisine, la nature, les voyages, la psychologie, les animaux ou l'architecture, alors je suis attentive même quand je ne comprends pas tout. Mon cerveau cherche à comprendre parce qu'il veut savoir ce qui se passe dans l'histoire. Il est motivé. Et la motivation, c'est du carburant pour la mémoire. J'ai aussi commencé à utiliser quelque chose que beaucoup de gens connaissent mais sous-utilisent, selon moi, la répétition espacée. C'est un système qui te fait réviser du vocabulaire juste avant que tu sois sur le point de l'oublier. Au lieu de mémoriser 100 mots en une soirée et puis ne jamais les revoir, tu les vois régulièrement, avec des intervalles qui augmentent progressivement. Au début tu vois un mot le lendemain, puis 3 jours après, puis une semaine après, puis 2 semaines après. Et à chaque fois que tu le rappelles avec succès, l'intervalle s'allonge. 5 minutes de ça le matin, ça remplace beaucoup d'efforts en mode intensif le week-end. Et ça marche parce que c'est aligné avec la façon dont la mémoire humaine fonctionne réellement. Mais je ne voulais pas que ma routine soit trop mécanique. Les cartes de vocabulaire, c'est utile, mais ça peut devenir monotone très vite et tu perds l'envie. Alors j'ai ajouté quelque chose de différent pour garder la routine vivante, le journal. Pas un journal compliqué avec une belle reliure et des plans ambitieux. Juste un carnet ordinaire, ou même un document sur mon téléphone. 2 ou 3 phrases chaque matin pour décrire quelque chose de ma journée précédente, ou un sentiment, ou un plan pour la journée qui commençait. En français, évidemment. Avec des fautes, forcément. Beaucoup de fautes. Mais j'avais décidé de ne pas m'en préoccuper trop. L'objectif n'était pas la perfection, c'était l'expression. L'objectif était de faire bouger ma pensée en français, même maladroitement. De sortir quelque chose de ma tête et de le mettre en mots français, même imparfaits. Les premières semaines, ces 2 ou 3 phrases me prenaient 5 à 10 minutes parce que je cherchais chaque mot. Est-ce que hier ça s'écrit comme ça? Comment on dit j'étais fatigué exactement? Le passé composé ou l'imparfait ici? Je vérifiais tout. C'était lent. Parfois frustrant. Mais après quelques semaines, les phrases venaient un peu plus naturellement. Je savais les mots les plus fréquents, je n'avais plus besoin de les chercher. Et ça libérait de l'espace dans ma tête pour chercher les mots nouveaux, les expressions plus compliquées, les nuances que je voulais exprimer mais ne savais pas encore comment formuler. Une chose qui m'a vraiment aidé pendant cette période, mon ami, c'est que j'ai arrêté de me comparer aux autres. Surtout sur Internet. Tu vois souvent des gens qui postent des vidéos en disant j'ai appris le français en 3 mois ou après 6 semaines, je parle couramment. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas pour eux, et ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est mon propre chemin. Ma propre vitesse. Mon propre cerveau. Parce que tout le monde part d'un endroit différent, avec une histoire différente des langues, plus ou moins de temps disponible, et des forces et des faiblesses différentes. Me comparer à quelqu'un d'autre, c'était comme me comparer à quelqu'un qui court un marathon alors que je fais du vélo. Ce ne sont pas les mêmes muscles, ce n'est pas la même course, et comparer les temps d'arrivée ne m'apporterait rien. Alors j'ai arrêté de regarder les autres et j'ai commencé à regarder seulement ma propre progression. Après environ 1 mois de cette routine du matin, j'ai commencé à ajouter quelque chose le soir.
Pas grand-chose. Juste changer une habitude que j'avais déjà. Le soir, j'avais l'habitude de regarder une série ou un film avant de dormir, presque tous les soirs. J'ai commencé à regarder des choses en français, ou en anglais avec les sous-titres en français, ou en français avec les sous-titres en français aussi. Je variais selon mon niveau d'énergie et de concentration du moment. Quand j'étais vraiment fatiguée après une longue journée, je mettais les sous-titres en français d'une série que je connaissais déjà en anglais. Comme ça, je comprenais l'histoire sans effort et je pouvais juste me concentrer sur la langue. La compréhension était garantie par ma connaissance préalable du contenu, et tout ce que je faisais, c'était observer comment la même histoire se raconte en français. Quand j'avais plus d'énergie, je choisissais quelque chose entièrement en français avec des sous-titres en français, et je m'arrêtais parfois pour réécouter des phrases que je trouvais intéressantes, des expressions que je voulais noter. Je sais que certaines personnes disent qu'il faut regarder sans aucun sous-titre pour vraiment progresser. Peut-être qu'il y a une part de vérité là-dedans à des niveaux plus avancés. Mais pour moi, au niveau où j'étais, les sous-titres en français étaient un équilibre parfait parce qu'ils me montraient l'orthographe en même temps que j'entendais les sons. Mon cerveau faisait le lien entre ce que j'entendais et ce que je lisais, et c'était très utile pour comprendre comment les mots s'écrivent par rapport à la façon dont ils se prononcent, ce qui en français n'est pas toujours évident du tout. La lettre et le son ne correspondent pas toujours de façon directe. Mais avec suffisamment d'exposition, le cerveau commence à construire ses propres cartes de correspondance, et ces cartes deviennent de plus en plus précises. Mais revenons à la routine du matin, parce que c'est vraiment là que tout s'est construit, là que les fondations ont été posées. Au bout de 2 mois, j'avais développé une structure assez stable. Réveil. Café. Français. Dans cet ordre. Le français avant le travail, avant les messages, avant le stress de la journée. Et cette position dans la journée était importante pour moi personnellement. Pas parce que le matin est magiquement meilleur pour apprendre, car j'ai lu des choses contradictoires là-dessus et je pense que ça dépend vraiment de la personne, mais parce que le matin, avant que les obligations de la journée commencent, il y a encore de l'espace. L'espace physique et l'espace mental. Il n'y a pas encore de choses urgentes qui volent mon attention, pas encore de mets stressants, pas encore de liste de tâches qui me regardent d'un air de reproche. Je suis là, avec mon café, dans le calme du début de journée, et j'ai ces 10 ou 15 minutes pour moi et pour le français. Ce moment est devenu sacré, dans le sens non religieux du terme. C'est-à-dire que c'est devenu un moment que je protège. Quand quelque chose essaie d'empiéter sur ce moment, je résiste. Pas d'une façon agressive, juste d'une façon ferme. Le café et le français d'abord. Le reste ensuite. Cette résistance douce, cette priorité accordée à cet espace de 15 minutes, est l'une des décisions les plus importantes que j'ai prises dans tout ce processus. Une autre chose que j'ai ajoutée progressivement, c'est ce que j'appelle l'écoute passive. C'est-à-dire que pendant les moments de ma journée où je ne peux pas vraiment me concentrer sur quelque chose de difficile, par exemple quand je fais la vaisselle, quand je range mon appartement, quand je me promène dehors ou quand je fais de l'exercice, je mets quelque chose en français dans mes oreilles. Une émission, un podcast, la radio française. Je n'essaie pas de tout comprendre. Je ne prends pas de notes. Je ne m'arrête pas pour vérifier des mots. Je laisse juste la langue entrer. Les sons, les rythmes, les mots récurrents, les tournures de phrases qui reviennent souvent.
C'est différent de l'écoute active, qui demande de la concentration et de l'effort. L'écoute passive, c'est plus relaxant. C'est presque reposant. Et avec le temps, j'ai commencé à remarquer que des phrases entières s'installaient dans ma tête sans que je les ai consciemment mémorisées. Je me retrouvais à penser une expression en français qui était apparue dans un podcast que j'avais écouté 2 jours avant pendant une promenade. C'est étrange et merveilleux en même temps. La langue s'infiltre doucement. Vers le 3e mois, un problème s'est posé que je n'avais pas anticipé. La routine était là, elle tenait. Mais j'avais l'impression de stagner. De faire les mêmes types d'exercices, de consommer le même type de contenu, de progresser dans une zone de confort sans vraiment être mise au défi par quelque chose de nouveau et de difficile. Et quand on stagne, on perd la motivation. Pas complètement. Mais un peu. Et un peu de motivation perdue, ça peut devenir beaucoup si on ne fait rien pour y remédier. Parce que l'habitude tient, mais l'enthousiasme s'érode. Et sans enthousiasme, l'habitude devient une corvée. Et les corvées, on les fait moins bien, avec moins d'attention, avec moins d'absorption. Alors j'ai pris une décision qui m'a fait un peu peur. J'ai trouvé un groupe en ligne de gens qui apprennent le français, et j'ai commencé à participer. Pas beaucoup au début. Juste lire ce que les autres écrivaient. Voir leurs questions, leurs erreurs, leurs victoires, leurs moments de découragement et leurs moments de joie. Et puis un jour, j'ai posté un petit commentaire en français. Quelques lignes maladroites sur un sujet qui m'intéressait. Et quelqu'un m'a répondu. En français. Et nous avons eu un échange. Court, hésitant de mon côté, avec des formulations approximatives que je regarde aujourd'hui avec affection. Mais réel. Un vrai échange avec une vraie personne. Ce moment-là a changé quelque chose dans ma façon de penser à l'apprentissage. Jusqu'alors, le français pour moi était surtout une activité solitaire. Moi, mon téléphone, mes livres, mes carnets. Un monologue intérieur en langue étrangère. Mais le français, comme toutes les langues, c'est fait pour connecter des gens. C'est fait pour être parlé, écrit, partagé, pour exprimer des émotions et des idées vers quelqu'un d'autre. Et quand j'ai commencé à l'utiliser pour vraiment communiquer avec des gens réels, même juste par écrit dans un forum en ligne, la motivation est revenue avec une nouvelle force. Une force différente de celle du début, plus mature, plus ancrée. Pas l'enthousiasme fragile du début, mais quelque chose de plus solide, construit sur une raison réelle de continuer. J'ai continué à écrire dans ce groupe. Mes messages sont devenus un peu plus longs, un peu plus confiants, un peu moins truffés de je pense que et peut-être et je ne suis pas sûr. Je faisais encore des fautes, bien sûr. Je faisais encore beaucoup de fautes. Mais les gens dans ce groupe n'étaient pas là pour me juger. Ils étaient là pour apprendre, comme moi. Et parfois il y avait des locuteurs natifs qui participaient, qui corrigeaient gentiment, qui expliquaient quelque chose de naturel dans leur façon de parler que les manuels ne capturent pas toujours. Ces explications de locuteurs natifs avaient une texture différente des explications des manuels. Elles venaient de l'intérieur de la langue, pas de l'extérieur. Mon ami, je veux parler un moment de quelque chose qu'on aborde rarement dans les vidéos sur l'apprentissage des langues,
la relation avec les erreurs. En Australie, dans mon expérience en tout cas, il y a souvent une peur assez forte de se tromper en public. On préfère ne rien dire plutôt que de dire quelque chose de faux. On préfère garder le silence plutôt que de risquer d'avoir l'air stupide. C'est une forme de perfectionnisme culturel peut-être, ou juste une timidité naturelle amplifiée par des années d'école où les erreurs sont associées aux mauvaises notes et à la honte. Et cette peur m'a ralenti pendant des mois. Parce que quand tu as peur de faire des erreurs, tu évites les situations où tu pourrais en faire. Tu évites de parler. Tu évites d'écrire à des gens réels. Tu consommes du contenu passif en quantité, mais tu ne produis rien toi-même. Et la production, que ce soit parler ou écrire, est absolument indispensable pour vraiment progresser. Tu dois activer ce que tu as appris, le tirer de ta mémoire et le mettre en forme pour quelqu'un d'autre, même maladroitement. C'est ça qui crée les connexions solides dans le cerveau. C'est ça qui transforme une information passive en une compétence active. Sans production, tu accumules des connaissances théoriques, mais tu ne développes pas la capacité d'utiliser la langue. J'ai commencé à me dire une chose chaque fois que j'avais peur de faire une erreur. Les erreurs sont de l'information. Elles me montrent exactement où je dois travailler davantage. Une erreur que je repère moi-même, ou qu'on me signale gentiment, c'est un cadeau. C'est une flèche qui pointe vers un endroit précis où mon apprentissage a besoin d'attention. Si je ne fais jamais d'erreur, c'est que je reste dans ma zone de confort et que je n'apprends plus rien de nouveau. Les erreurs, ce n'est pas l'échec. C'est la preuve que j'essaie quelque chose de difficile. Et essayer quelque chose de difficile, c'est exactement ce qu'il faut faire pour progresser. Ce changement de perspective sur les erreurs est peut-être la chose la plus importante que j'ai apprise au cours de toute cette expérience. Plus que les applications, plus que les techniques, plus que les ressources. La façon dont tu regardes tes propres erreurs détermine en grande partie ta vitesse de progression et ta capacité à persévérer sur le long terme. Vers le 5e ou 6e mois, j'ai ajouté encore quelque chose à ma routine, des conversations orales. C'était de loin la partie la plus effrayante. Écrire des messages, c'était une chose. Mais parler, avec ma voix, en temps réel, sans pouvoir relire et corriger avant d'envoyer, sans la protection du clavier, c'était une autre histoire complètement. J'ai trouvé quelqu'un avec qui faire des échanges de langue. Elle était francophone et elle apprenait l'anglais. On passait 30 minutes à parler en français, puis 30 minutes à parler en anglais. Comme ça, on s'aidait mutuellement et il n'y avait pas de rapport de force. Nous étions toutes les deux dans la même position vulnérable, chacune dans sa langue étrangère. La première conversation a été pénible. Je m'arrêtais toutes les 30 secondes pour chercher mes mots. Je mélangeais les temps des verbes. J'oubliais des mots simples que je connaissais parfaitement à l'écrit mais qui disparaissaient dans ma tête quand je devais les dire à voix haute en temps réel, sous la pression du moment. C'est un phénomène très connu des linguistes mais que j'ai vécu pour la première fois avec surprise. La compréhension passive et la production active sont deux choses fondamentalement différentes. Tu peux reconnaître un mot quand tu le lis sans être capable de le produire quand tu parles. Tu peux comprendre une structure grammaticale quand tu la vois sans être capable de la construire spontanément dans une conversation. Et pour combler cet écart, il faut pratiquer la production orale régulièrement, avec des gens réels. Après quelques semaines de ces échanges, je remarquais une amélioration.
Pas spectaculaire, pas de transformation du jour au lendemain. Mais réelle. Les pauses devenaient un peu moins longues. Les mots venaient un peu plus vite. Mon cerveau commençait à construire des chemins vers les mots dont j'avais besoin, des chemins qui devenaient progressivement plus larges, plus rapides, plus fiables. Ma partenaire d'échange était patiente et encourageante, et ça aidait énormément. Elle ne me corrigeait pas à chaque phrase, ce qui aurait été décourageant et aurait interrompu le flux naturel de la conversation. Elle laissait la conversation couler et notait les erreurs récurrentes pour m'en parler à la fin de notre session. C'était une approche très humaine et très efficace, qui respectait le besoin de fluidité tout en apportant des corrections utiles. Je veux parler maintenant de quelque chose qui peut sembler banal mais qui a eu un effet très concret, intégrer la langue dans les moments du quotidien les plus ordinaires. En dehors de ma routine formelle du matin et du soir, j'ai commencé à faire entrer le français dans des moments minuscules de la journée, des moments qui autrement passent inaperçus. Quand je préparais mon déjeuner, je nommais les ingrédients en français dans ma tête. Je pensais à la tomate, à l'avocat, à l'huile d'olive et au citron. Quand je marchais dans la rue et que je voyais quelque chose d'intéressant, j'essayais de former une phrase simple pour le décrire mentalement. Je pensais à un vieux bâtiment, à un chien qui court et à des enfants qui jouent. Quand j'avais une pensée, parfois j'essayais de la formuler en français, même si c'était très imparfait, même si la traduction était approximative. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer avec un chiffre. Ce n'est pas quantifiable comme j'ai appris 50 mots cette semaine où j'ai regardé 3 heures de contenu. Mais ces petits moments de pensée en français créent une sorte d'immersion légère même quand on n'est pas en train de faire quelque chose de formel. Et avec le temps, ces petits moments s'accumulent. Ton cerveau commence à avoir un réflexe en français, même petit, même partiel, même hésitant. C'est comme ouvrir une petite fenêtre dans une pièce fermée. L'air entre doucement, progressivement. Ce n'est pas une tempête, mais c'est du mouvement. Et le mouvement, c'est la vie d'une langue dans ta tête. Au bout d'1 an de cette routine, je me suis assise un soir pour réfléchir à où j'en étais réellement. Et j'ai été honnêtement surprise par ce que j'ai trouvé en faisant cet inventaire. Je ne parlais pas couramment, loin de là. Je faisais encore beaucoup de fautes. Il y avait encore des pans entiers de grammaire que je comprenais mal ou que j'utilisais de façon instable. Mais je pouvais lire un article simple et le comprendre presque entièrement. Je pouvais regarder une vidéo en français et suivre l'essentiel sans sous-titres si la personne parlait clairement et pas trop vite. Je pouvais avoir une conversation basique, avec des hésitations, avec des tournures approximatives, mais une vraie conversation sur des sujets concrets. Et j'avais des moments courts, isolés, mais réels, où une phrase venait en français avant de venir en anglais dans ma tête. Des moments où la langue étrangère devenait un réflexe plutôt qu'une traduction. Ce dernier point m'avait semblé complètement inaccessible au début. Je pensais que penser en français était quelque chose que seuls les gens très avancés pouvaient faire, quelque chose de quasi magique réservé aux polyglottes talentueux. Mais en réalité, ça commence modestement. Ce sont d'abord des petits mots, des salutations automatiques, des expressions qu'on a tellement entendues qu'elles court-circuitent la traduction. Et puis avec le temps et la pratique, ça s'étend à des phrases plus longues, à des pensées plus complexes. Je veux aussi parler d'une période difficile qui s'est passée autour du 9e mois.
Parce qu'il serait malhonnête de te donner l'impression que tout s'est passé de façon linéaire et positive, comme une belle courbe ascendante sur un graphique. La réalité est plus humaine et plus désordonnée que ça. Il y a eu une période d'environ 3 semaines où j'étais vraiment fatiguée, professionnellement et personnellement, où j'avais beaucoup trop de choses à gérer en même temps, et où ma routine a presque entièrement disparu. Je faisais très peu, parfois rien du tout pendant plusieurs jours. Et quand je revenais, j'avais cette culpabilité désagréable mélangée à une résistance étrange. C'est étrange mais vrai, plus tu évites quelque chose, plus ça devient difficile d'y revenir, même si c'est quelque chose que tu aimais faire. La résistance s'accumule avec l'absence. Ce que j'ai appris de cette période, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir assez d'énergie ou assez de temps ou assez de motivation pour reprendre une habitude interrompue. Parce que ce moment parfait n'arrive pas souvent. Il y aura toujours autre chose, toujours une raison de remettre à demain. Ce qu'il faut faire, c'est recommencer très petit. Pas 15 minutes. Pas un exercice complet. Peut-être juste 2 ou 3 minutes. Lire un seul paragraphe. Écouter une seule chanson. Écrire une seule phrase dans le journal. Quelque chose de si petit que la résistance ne peut pas vraiment l'emporter sur toi. Et une fois que tu as fait ce tout petit truc, souvent il continue un peu plus longtemps parce que le moteur est lancé, parce que le démarrage est toujours la partie la plus difficile. Mais même si tu ne continues pas au-delà de ces 2 minutes, tu as quand même fait quelque chose. Et le lendemain, c'est plus facile de recommencer parce que tu n'as pas rompu le fil complètement. Cette idée du minimum absolu pour maintenir une habitude pendant les périodes difficiles est quelque chose que je garde précieusement de cette année. Pas la perfection. Pas le maximum. Juste assez pour garder le fil vivant, pour ne pas laisser la continuité se briser complètement. Une petite flamme qui reste allumée même dans le vent. Mon ami, je voudrais aussi aborder quelque chose qui concerne spécifiquement l'expérience d'apprendre une langue étrangère quand on est australien. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais il y a quelque chose de culturellement particulier dans ce contexte. Le pays est anglophone, entouré d'océans immenses, et les opportunités de rencontrer des locuteurs d'autres langues au quotidien sont moins immédiates que dans d'autres parties du monde. Ce n'est pas impossible, bien sûr, les grandes villes australiennes sont très multiculturelles et merveilleusement diverses. Mais il n'y a pas cette pression naturelle qu'ont les gens dans certains pays européens, par exemple, où les langues des pays voisins s'entendent dans les trains, dans les commerces, dans les conversations de rue. Ça veut dire qu'en tant qu'Australienne apprenant le français, j'ai dû créer mon immersion moi-même, de toutes pièces. Personne ne me parlait en français dans la rue. Je n'entendais pas le français à la radio ni au café. Le français n'existait dans ma vie qu'à travers ce que j'allais chercher activement. Et cette réalité a en fait renforcé l'importance de la routine plus que n'importe quoi d'autre. Parce que si je n'avais pas de routine, il n'y avait aucune occasion naturelle où le français entrait dans ma vie. Ce n'était pas comme dans certains contextes où la langue est dans l'air ambiant, où elle arrive jusqu'à toi sans effort. Pour moi, c'était tout ou rien. Soit je faisais activement quelque chose, soit le français n'existait pas dans ma journée. Ça m'a appris quelque chose d'important sur l'environnement d'apprentissage. L'environnement compte énormément. Si ton environnement naturel ne t'expose pas à la langue, tu dois modifier ton environnement volontairement et créativement. Changer la langue de ton téléphone en français.
Suivre des comptes sur les réseaux sociaux qui postent en français, sur des sujets qui t'intéressent. S'abonner à des newsletters ou des bulletins d'information en français. Coller des petits papiers avec des mots de vocabulaire sur les objets de ta cuisine ou de ta salle de bain. Ces petites modifications de l'environnement créent des points de contact avec la langue tout au long de la journée, sans nécessiter un effort conscient à chaque fois. La langue vient à toi, plutôt que d'aller toujours vers elle. J'ai changé la langue de mon téléphone au bout de 6 mois environ. Les premiers jours, c'était déstabilisant. Je cherchais des boutons que je ne trouvais plus parce que les mots avaient changé, parce que les libellés que j'avais mémorisés n'étaient plus là. Mais après une semaine, j'étais habituée. Et surtout, je lisais des dizaines et des dizaines de petits mots et phrases en français chaque jour juste en utilisant mon téléphone normalement. Paramètres, notifications, appareil photo, mémoire insuffisante, mise à jour disponible, appui prolongé pour déplacer. Ces petits mots-là rentrent dans la tête sans effort conscient parce qu'on les voit dans un contexte fonctionnel concret. Et ils s'y installent durablement, associés à une action réelle, à un geste physique, à un contexte précis. Maintenant, j'aimerais te parler de la grammaire, parce que c'est souvent le sujet qui fait peur, qui bloque les gens avant même qu'ils aient commencé vraiment. Beaucoup de gens pensent qu'il faut maîtriser toute la grammaire avant de pouvoir parler ou écrire librement. Et cette croyance paralyse. Tu passes des heures à étudier les règles, à faire des exercices dans un manuel, à mémoriser les exceptions aux exceptions, et tu ne te sens jamais prête à utiliser la langue pour de vrai parce qu'il y a toujours une règle de plus à apprendre, toujours un cas particulier qui t'échappe. Mon approche a été différente, et je pense qu'elle a mieux fonctionné pour moi. Je n'ai pas étudié la grammaire de façon systématique et exhaustive, du point A au point Z dans un manuel. J'ai appris la grammaire en contexte. C'est-à-dire que quand je lisais quelque chose et qu'une structure me semblait bizarre ou que je ne comprenais pas pourquoi la phrase fonctionnait comme ça, alors j'allais chercher l'explication. Et parce que j'avais rencontré la structure dans un contexte réel, dans une phrase qui avait du sens, dans une histoire que je suivais, l'explication grammaticale s'accrochait beaucoup mieux que si j'avais lu la même règle dans un manuel sans jamais l'avoir vue en action dans la vraie langue. Par exemple, les pronoms en français ont été une grande source de confusion pour moi pendant longtemps. Dans les manuels, il y a des tableaux avec des règles pour savoir quel pronom utiliser et où le placer dans la phrase. C'est très abstrait, très loin de la langue vivante. Mais quand j'ai commencé à lire et à écouter beaucoup de contenu authentique, j'ai rencontré ces pronoms des centaines de fois dans des contextes variés et réels. Et progressivement, mon oreille a commencé à sentir ce qui sonnait juste ou faux. Pas parfaitement, mais de mieux en mieux. Et quand un cas particulier me semblait confus, j'allais chercher la règle pour ce cas spécifique, et la règle prenait sens parce que j'avais déjà vu la structure de nombreuses fois. C'est de la grammaire ciblée, basée sur des besoins réels et des rencontres réelles avec la langue. Et pour moi, elle est beaucoup plus efficace que l'étude systématique. Je ne dis pas que les manuels de grammaire ne sont pas utiles. Ils le sont, particulièrement comme référence, comme outil de vérification. Mais je pense qu'ils fonctionnent mieux comme outil de clarification que comme point de départ absolu. D'abord l'exposition à la langue réelle et vivante, puis les explications grammaticales pour clarifier ce qu'on a déjà pressenti à moitié, ce qu'on a déjà vu suffisamment de fois pour en avoir une première intuition. Il y a un moment particulier que je veux te raconter parce qu'il résume bien ce que j'ai ressenti au cours de cette année d'apprentissage. C'était un samedi matin,
environ 11 mois après le début de ma routine sérieuse. J'écoutais la radio française en faisant le ménage, comme je le faisais souvent le week-end. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que depuis peut-être 5 minutes, je n'avais pas besoin de me concentrer activement pour comprendre. La voix du présentateur coulait naturellement et le sens arrivait sans effort particulier, comme de l'eau dans un verre. Pas tout. Pas chaque mot. Il y avait des zones d'ombre, des mots que je ne connaissais pas, des références culturelles qui m'échappaient. Mais l'essentiel, oui, et sans que mon cerveau soit en mode travail intensif. C'était un moment bref, peut-être que ça a duré 2 ou 3 minutes avant que le sujet change et devienne plus technique ou plus spécialisé. Mais pendant ces 2 ou 3 minutes, j'ai eu un aperçu de ce que ça fait de comprendre une langue sans avoir l'impression de la déchiffrer constamment. Et c'était vraiment beau. Vraiment. Ça m'a donné une énergie nouvelle pour continuer, une énergie que je n'avais pas ressentie depuis le tout début de l'apprentissage. Ces moments, mon ami, ça n'arrive pas souvent au début. Ils sont rares et fragiles. Et ils ne durent pas longtemps au départ. Mais ils arrivent. Et quand ils arrivent, ils changent quelque chose de profond dans ta relation à la langue. Tu passes de j'essaie d'apprendre le français à je suis quelqu'un qui comprend le français. C'est une distinction qui peut sembler subtile depuis l'extérieur mais qui est profondément différente de l'intérieur, dans ta façon de te voir toi-même, dans ta confiance, dans ton identité en tant qu'apprenante. Je vais te dire à quoi ressemble ma routine aujourd'hui, maintenant que j'ai presque 2 ans de pratique régulière derrière moi. Elle a changé par rapport au début, parce que mes besoins ont changé, parce que mon niveau a changé, parce que moi j'ai changé. Le matin, je lis quelque chose en français. Souvent un article sur un sujet qui m'intéresse vraiment, parfois des pages d'un roman ou d'un essai. Je lis pendant environ 20 minutes. Je note les mots nouveaux que je croise, mais pas tous, seulement ceux qui apparaissent plusieurs fois ou qui me semblent vraiment utiles et riches pour l'expression. Si je note trop de mots, la révision devient lourde et je perds l'envie de réviser. Je suis sélective, ce qui me permet de rester légère et constante. Quelques fois par semaine, j'écris un texte plus long dans mon journal. Pas seulement 2 ou 3 phrases, mais un paragraphe ou 2 sur un sujet qui m'intéresse, ou sur quelque chose qui s'est passé dans ma vie, ou sur une idée qui me tracasse. J'essaie d'utiliser des structures que j'ai récemment rencontrées à la lecture, pour les activer, pour les faire passer du passif à l'actif. Et 1 fois par mois environ, je relis des textes plus anciens de mon journal pour voir mes propres progrès dans le temps. Cet exercice est très motivant. Les fautes d'il y a 6 mois me sautent aux yeux maintenant, et je les corrige instinctivement, sans avoir à réfléchir. Ça me montre clairement que je progresse, même si dans le quotidien c'est parfois difficile à sentir, même si le progrès est invisible au jour le jour. Je continue les échanges oraux, mais un peu moins fréquemment maintenant. Environ 1 fois par semaine ou par quinzaine. Et je regarde encore beaucoup de contenu en français le soir, des documentaires, des discussions, des interviews, parfois des films. Le niveau de difficulté a augmenté progressivement. Au début, je choisissais des choses faites spécifiquement pour les apprenants, avec une diction claire, un vocabulaire contrôlé et un débit lent. Maintenant, je regarde des choses faites pour des francophones, avec toute la rapidité et l'argot et les références culturelles et les ellipses naturelles que ça comporte. Je ne comprends pas tout.
mais je comprends beaucoup plus qu'avant. Et ce qui m'échappe ne me décourage plus comme avant. Je l'accepte comme une partie normale du processus, comme un espace de croissance plutôt que comme un signe d'échec. Une chose que j'ai développée avec le temps, et que je n'avais pas anticipé au départ, c'est une curiosité plus profonde pour la culture francophone en général. Au début, le français était une langue à apprendre, un objectif technique, une compétence à développer. Maintenant, c'est une fenêtre vers des façons de penser, des histoires, des formes d'humour, des préoccupations, des valeurs, des débats que je ne connaissais pas avant et qui enrichissent ma façon de voir le monde. Il y a quelque chose de profondément humain dans la connexion à une autre culture par sa langue. Et cette connexion, elle me motive au-delà de la simple satisfaction de progresser dans une compétence. Elle me donne une raison de continuer qui va au-delà de moi-même. Si tu es en train de regarder cette vidéo et que tu apprends une langue en ce moment, quelle qu'elle soit, je veux que tu saches quelque chose d'important. Les jours où tu te sens nul, où rien ne rentre, où tu relis la même phrase 5 fois sans la comprendre, où ta bouche refuse de produire les sons que ton oreille reconnaît pourtant, ces jours-là font partie intégrante du processus. Ce ne sont pas des anomalies. Ce ne sont pas des signes que tu es mauvaise en langue ou que tu ne peux pas y arriver ou que cette langue est trop difficile pour toi. Ce sont juste des jours difficiles. Des jours où le cerveau est fatigué, où l'absorption est plus lente, où le progrès est invisible même s'il se fait. Et les jours difficiles passent. Ce qui compte, c'est ce que tu fais après ces jours-là. Est-ce que tu recommences? Est-ce que tu refais ce petit geste, même minuscule, pour garder le contact avec la langue? Parce que la continuité, même imparfaite, même inconstante, même minimaliste dans les périodes difficiles, bat toujours l'abandon. Toujours. Il n'y a pas une seule bonne façon d'apprendre une langue. Il y a ta façon, qui prend du temps à découvrir, qui évolue avec toi, qui s'adapte à ta vie, à tes contraintes, à tes passions et à tes disponibilités. Ma routine n'est pas une recette universelle. Ce n'est pas un programme miracle. C'est juste ce qui a fonctionné pour moi, avec ma vie d'Australienne qui apprend le français à distance, sans immersion naturelle, sans école de langue coûteuse, avec juste un téléphone, une connexion Internet, et la volonté de faire quelque chose chaque jour, même quelque chose de petit, même quelque chose d'imparfait. Et le truc le plus simple du monde, mon ami, c'est que cette petite chose de chaque jour, cette dizaine de minutes le matin avec mon café, ce court texte dans mon journal, cet épisode regardé le soir avant de dormir, s'est accumulé. Discrètement, sans que je m'en rende compte au jour le jour, sans bruit, sans fanfare. Jusqu'à ce que je me retourne et que je vois tout le chemin parcouru derrière moi. 2 ans. 2 ans de petits gestes répétés, de petites décisions prises chaque matin, de petits retours après les pauses, de petites victoires célébrées et de petites erreurs acceptées. Et le français qui était autrefois une langue étrangère froide et intimidante, qui appartenait à d'autres, à des gens plus talentueux ou plus chanceux ou plus disciplinés que moi, est devenu quelque chose de plus familier. Plus chaud. Plus proche. Pas parfaitement connu. Pas entièrement maîtrisé. Il reste encore beaucoup de chemin devant moi, et honnêtement, ça me réjouit plutôt que ça m'effraie. Mais le français est désormais réel dans ma vie. Présent dans mes pensées. Vivant dans mes journées. Je vais continuer. Je vais continuer à lire, à écouter,
à écrire, à parler. Je vais continuer à faire des erreurs et à apprendre de ces erreurs sans me flageller. Je vais continuer à avoir des jours faciles et des jours difficiles, des semaines de progression rapide et des semaines de plateau déconcertants. Et je vais continuer à faire ce petit geste du matin, ce café avec le français, parce que c'est devenu une partie de qui je suis maintenant. Ce n'est plus une décision que je dois prendre chaque matin. C'est juste ce qui se passe. Naturellement. Comme boire de l'eau. Et si tu veux commencer, ou si tu veux reprendre après une longue pause qui t'a donné un sentiment de honte ou d'échec, fais juste une chose aujourd'hui. Une seule. Quelque chose de petit. Un paragraphe à lire dans une langue que tu veux apprendre. Une chanson à écouter. Une phrase à écrire. Pas un marathon aujourd'hui. Juste un pas. Le chemin se fait un pas à la fois, et ça, c'est vrai dans toutes les langues du monde. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore dit et que je veux dire maintenant, parce que je pense que c'est honnête et important. Au début de cette aventure, j'avais des objectifs très vagues. Je voulais parler français. Je voulais comprendre les films. Je voulais lire des livres en français. Mais ces objectifs étaient trop grands et trop flous pour guider mes journées. Quand l'objectif est énorme et lointain, chaque jour a l'air insignifiant. Tu fais tes 10 minutes et tu te demandes, mais à quoi ça sert vraiment? Est-ce que je suis plus proche? Comment je le saurais? Cette absence de repère intermédiaire est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens abandonnent avant même d'avoir atteint un niveau où la langue commence à être vraiment utilisable. Ce que j'ai appris à faire, c'est de me donner de petits objectifs très concrets et mesurables sur une courte période. Pas parler couramment d'ici la fin de l'année. Plutôt, cette semaine, je veux comprendre l'essentiel d'une vidéo de 5 minutes sur un sujet que je connais. Ou, ce mois-ci, je veux réussir à écrire un message cohérent à ma partenaire d'échange sans utiliser de traducteur automatique. Ces objectifs-là, tu peux les atteindre. Et quand tu les atteins, tu le sais. Tu le ressens. Et cette sensation de réussite concrète, même petite, libère quelque chose dans le cerveau qui te donne envie de continuer. La motivation se nourrit du succès, même modeste. Je veux aussi parler d'un outil que j'ai découvert tardivement et que je regrette de ne pas avoir utilisé plus tôt, parler tout seul. Ça peut sembler bizarre, et honnêtement la première fois que j'ai essayé, je me suis sentie un peu ridicule. Mais parler tout seul en français, décrire ce qu'on fait, raconter sa journée à voix haute, imaginer une conversation avec quelqu'un, est une pratique vraiment utile. Ça te force à produire de l'oral sans la pression d'un interlocuteur réel. Tu peux arrêter, chercher tes mots, repartir, te corriger. C'est un espace sûr pour pratiquer la fluidité orale. J'ai commencé à faire ça pendant mes promenades. Je mettais mes écouteurs dans mes oreilles comme si j'étais au téléphone, et je parlais en français à voix basse. Je me racontais ma journée. Je décrivais le paysage autour de moi. Je commentais mes pensées. Les gens qui passaient n'y prêtaient aucune attention parce qu'ils pensaient que j'étais au téléphone. Et moi, je m'entraînais à formuler des pensées en français en temps réel, à chercher mes mots sans filet, à construire des phrases sans avoir le clavier devant moi. C'est un entraînement différent de l'écriture,
différent de l'écoute, différent de la lecture. Et il complète les autres de façon vraiment précieuse. Une autre chose que j'ai faite et qui m'a beaucoup aidée, c'est de tenir un carnet de belles phrases. Pas un carnet de vocabulaire ordinaire avec des listes de mots et leur traduction. Un carnet où je notais des phrases ou des expressions que je trouvais particulièrement belles, particulièrement justes, particulièrement utiles. Des phrases que j'avais rencontrées en lisant ou en écoutant et qui m'avaient frappée pour une raison ou une autre. Parfois parce qu'elles exprimaient quelque chose que je n'avais jamais su comment dire. Parfois parce qu'elles avaient un rythme musical agréable. Parfois parce qu'elles utilisaient une métaphore inattendue qui m'avait surprise. Ce carnet est devenu une ressource précieuse que je relis régulièrement. Et quelque chose d'intéressant s'est passé avec le temps. Certaines de ces phrases ont commencé à apparaître dans ma propre façon d'écrire et de parler en français. Pas copiées mot pour mot, mais assimilées, digérées, transformées. La langue que j'absorbe devient lentement la langue que je produis. C'est une forme d'apprentissage très organique, très similaire à la façon dont on apprend sa langue maternelle, en entendant de belles choses et en les laissant progressivement nous habiter. Mon ami, je veux maintenant te parler d'un sujet délicat qui est celui du perfectionnisme dans l'apprentissage. J'ai déjà mentionné la peur des erreurs, mais je veux aller un peu plus loin. Il existe un type particulier d'apprenant qui fait beaucoup de choses correctement sur le papier, qui étudie régulièrement, qui fait ses exercices et qui regarde des vidéos, mais qui reste bloqué à un niveau intermédiaire pendant très longtemps. Et souvent, ce qui bloque ces personnes, c'est le perfectionnisme. Pas le manque de travail. Pas le manque de talent. Le perfectionnisme. Le perfectionnisme se manifeste de différentes façons dans l'apprentissage des langues. Il y a la personne qui révise inlassablement les mêmes bases plutôt que de passer à des niveaux plus difficiles, parce qu'elle veut être parfaitement sûre avant d'avancer. Il y a la personne qui comprend la grammaire théoriquement mais refuse de parler parce qu'elle ne veut pas se tromper. Il y a la personne qui passe plus de temps à peaufiner un message écrit qu'à en écrire 10 imparfaits mais vivants. Et il y a la personne qui compare constamment son niveau à un idéal imaginaire plutôt qu'à sa propre progression. J'ai été toutes ces personnes à différents moments. Et ce que j'ai appris, c'est que le perfectionnisme, bien qu'il ressemble à de la rigueur et du sérieux, est souvent une forme de protection. Une protection contre l'inconfort de ne pas savoir, contre la vulnérabilité d'être vue comme incompétente, contre l'anxiété de l'imperfection. Et cette protection, aussi compréhensible qu'elle soit humainement, freine le progrès. La langue vivante est imparfaite par nature. Les locuteurs natifs font des fautes, utilisent des raccourcis, emploient des mots de manière approximative, inventent des expressions. La langue est un organisme vivant en perpétuelle évolution, pas un texte figé qu'on peut maîtriser parfaitement une fois pour toutes. S'autoriser à parler imparfaitement, c'est rejoindre la réalité de la langue telle qu'elle existe vraiment dans le monde. Et cette permission, quand on se l'accorde vraiment, est libératrice d'une façon profonde. Je pense souvent à cette image. Tu ne peux pas apprendre à nager en restant au bord de la piscine à lire des livres sur la natation. À un moment, il faut entrer dans l'eau. Et au début, tu bois la tasse, tu t'agites maladroitement, tu ne ressembles pas du tout à ces nageurs gracieux que tu admires. Mais c'est dans l'eau que ça se passe. Pas au bord. Il y a aussi quelque chose que j'ai observé dans ma propre expérience et que je trouve fascinant.
les périodes où j'ai le plus progressé ne sont pas nécessairement les périodes où j'ai le plus travaillé. Il y a eu des semaines intenses où j'ai fait beaucoup d'exercices et peu progressé. Et il y a eu des périodes plus détendues où j'ai juste consommé des contenus que j'aimais, sans effort conscient d'apprentissage, et où les progrès se sont révélés ensuite de façon surprenante. Comme si le cerveau avait besoin de temps calme pour intégrer, pour organiser, pour consolider ce qu'il a absorbé. L'apprentissage se fait aussi pendant les périodes de repos apparentes. Il se fait la nuit, pendant le sommeil, pendant les moments tranquilles. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours être en mode effort intense. L'alternance entre l'effort et le repos, entre l'apprentissage actif et l'immersion passive, semble être ce qui fonctionne le mieux pour moi. Je veux aussi mentionner quelque chose sur les ressources, parce que les gens me demandent souvent, quelle application, quel site, quel livre. Et ma réponse est toujours la même, ça dépend de toi. Il n'existe pas une ressource universellement supérieure à toutes les autres. Il existe des ressources qui fonctionnent pour certaines personnes et pas pour d'autres, parce que nous apprenons tous différemment. Certains apprennent mieux en lisant, d'autres en écoutant, d'autres en répétant à voix haute, d'autres en ayant des conversations. Certains ont besoin de structure et de grammaire explicite, d'autres progressent mieux par l'immersion et l'intuition. Ce que je te conseille de faire, c'est d'essayer plusieurs choses et d'observer honnêtement ce qui te donne de l'énergie et ce qui t'épuise. Pas ce qui est censé être le meilleur selon les avis sur Internet. Pas ce que ton ami ou ta voisine utilise. Ce qui fonctionne pour toi, dans ta vie réelle, avec tes contraintes réelles. Parce que la meilleure ressource d'apprentissage, c'est celle que tu vas réellement utiliser régulièrement. Une application parfaite que tu n'ouvres jamais ne vaut rien. Un livre un peu moins sophistiqué que tu lis chaque matin vaut de l'or. Après ces presque 2 ans, je pense souvent à la version de moi qui a téléchargé cette première application avec un mélange d'enthousiasme et de doute. Cette fille qui regardait les exercices et se demandait si ça allait vraiment changer quelque chose. Je voudrais lui dire quelque chose. Je lui dirais, ça va prendre plus longtemps que tu ne penses. Et c'est bien. Parce que toutes les choses qui ont vraiment de la valeur prennent du temps. Je lui dirais, tu vas avoir envie d'arrêter plusieurs fois, et c'est normal, continue quand même. Je lui dirais, ne t'inquiète pas autant des fautes et inquiète-toi davantage de continuer. Et je lui dirais, les petits gestes du quotidien comptent infiniment plus que les grands efforts du week-end. Il y a une phrase que j'ai lue quelque part, en français bien sûr, et qui m'a accompagnée tout au long de ce processus. Je ne me souviens plus exactement où je l'ai trouvée, mais l'idée était quelque chose comme « Une langue étrangère s'apprend comme une amitié se construit, pas en une soirée intense, mais dans le temps, dans la répétition des petits moments partagés, dans la confiance qui grandit doucement. » Et cette image me semble juste. Le français est devenu un peu comme un ami que je connais de mieux en mieux. Je ne le connais pas parfaitement. Il me surprend encore souvent, avec des expressions inattendues, avec des nuances que je n'avais pas vues. Mais je m'y retrouve. Je m'y sens à l'aise. Et chaque conversation, chaque texte, chaque écoute, c'est du temps passé ensemble qui nous rapproche un peu plus. Et maintenant, mon ami, si tu es toujours là avec moi après tout ce chemin parcouru ensemble dans cette vidéo, je veux que tu saches une dernière chose. Quelle que soit la langue que tu apprends, quelle que soit la raison pour laquelle tu l'apprends, que ce soit pour voyager, pour travailler, pour retrouver des racines familiales,
par amour ou par pure curiosité intellectuelle, cette raison est valide. Elle mérite d'être honorée. Et la meilleure façon de l'honorer, c'est de faire quelque chose aujourd'hui. Pas demain, pas quand tu auras plus de temps, mais aujourd'hui. Quelque chose de petit. Un seul pas sur le chemin. Parce que le chemin ne se fait pas autrement.